Bonjour Esser Midani. Bonjour Tom. Alors, Essar, nous arrivons au 16e Citrep. Nous sommes le 15 avril 2017 et nous venons d'apprendre une tragédie, un autre attentat meurtrier, particulièrement ignoble. Et, euh, et ça concerne un secteur de la Syrie qui est sous le contrôle de ce que les pays occidentaux osent appeler cyniquement des rebelles. Et c'est un attentat qui a touché une ligne de bus qui avait pour objectif d'évacuer des civils des deux villages encerclés du gouvernorat d'Idleb qui s'appellent Foua et Kefraya. Et l'attentat a donc fait énormément de victimes. Je vous laisse la parole. Merci. Effectivement, un accord qui était très positif, on peut dire, de l'armée syrienne et puis des comités de réconciliation qui était l'évacuation, en fait, l'évacuation des rebelles, des terroristes de la ville de Madaya, Boqain et Zabadani. Contre en même temps l'évacuation des personnes, des habitants de Foua et Kefraya, qui sont deux grands villages qui se trouvent dans les faubourgs d'Idlib, qui sont encerclés depuis 4 ans maintenant, et qui reçoivent systématiquement des obus, des tirs de missiles, et qui sont donc sous blocus. Donc cet accord concernait à la fois la sortie des personnes, des personnes malades, blessées, femmes et enfants de la ville de Kafraya et Foua, et contre donc le fait que les hommes armés, les terroristes sortent de des villes de Zabadani, Madaya et Boqin. Donc c'était une synchronisation des deux comment dire, quand les terroristes sortaient, les cars arrivaient pour prendre et transporter les habitants de Foua et Kefraya. D'abord, les cars étaient là depuis hier. Les cars à Foua et Kefraya étaient là depuis hier, et les terroristes les ont fait attendre des heures et des heures. Donc, à l'arrivée du point de synchronisation qui est le point Al-Rashidin, ils ont été bloqués par les terroristes qui ne voulaient pas les laisser sortir. Ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces opérations se font sous le contrôle à la fois des comités de réconciliation, mais aussi du Croissant Rouge syrien, qui sont en fait qui contrôlent les opérations et veillent à ce que tout le monde soit en fait à ce que les accords soient respectés. Aujourd'hui, on peut dire et on peut se féliciter que la ville de Madaya est complètement exempte de terroristes qui ont tous rendu leurs armes, et ceux qui voulaient être transportés à Idlib, ils ont été transportés avec des cars, des cars qui ont été mis à leur disposition pour les amener à Idlib. Ouais. Donc Madaya, Boqain complètement aussi. Et la ville Zabadani en partie, il reste quelque chose comme 1000 terroristes, je crois, à Zabadani, qui vont partir dans une autre étape de l'accord. En fait, dans une autre étape qui a lieu rapidement. Et par contre, donc les personnes qui sont blessées, malades, etc., qui étaient arrivées au carrefour ou au checkpoint
si on peut parler de checkpoint, en fait, la barrière Al-Rashidine, qui est sous contrôle des terroristes, hein, 75 cars qui transportent 5000 personnes, quand même, essentiellement des femmes, des enfants, des malades et des blessés, qui devaient donc être transportés et aboutir leur voyage jusqu'à Alep pour être soignés, hospitalisés, etc. Et voilà que une voiture piégée va se faire exploser dans ces cars, faisant nombreux morts et blessés. Cette voiture, je disais que ça se passait sous contrôle du Croissant Rouge, donc on ne peut pas laisser passer n'importe quelle voiture. Cette voiture transportait soi-disant des vivres pour les enfants, du lait pour les bébés, etc., et qui devait donc aller aider les gens. Et donc, elle a été explosée à distance. Elle était piégée et explosée à distance, ce qui a fait nombreux morts et blessés aujourd'hui. Donc, je rappelle que ces cars transportaient des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes blessées et des personnes malades, qui devaient aller se faire soigner dans les hôpitaux à Alep, et l'accord signifiait qu'il fallait effectivement les faire sortir de ces villes pour qu'ils aillent se faire soigner, puisqu'ils étaient sous le blocus des terroristes. L'accord a été fait, et bien entendu, crime ignoble, je peux dire, qui vise des personnes, non seulement des personnes civiles, mais des blessés, des enfants, des femmes, et qui sont coincés dans leur car, attendant à un barrage des terroristes. C'était le barrage qu'ils devaient ouvrir pour les laisser partir donc vers Alep. Et ben, c'est à ce barrage-là qu'ils ont été attaqués, bien sûr en toute complicité avec les terroristes d'Idlib, et puisqu'il y a eu un appel, en fait, des terroristes soi-disant dits modérés de la part des Américains et des Occidentaux, qui demandaient aux terroristes d'Idlib de faire échec à cet accord, de réconciliation. D'échange. Et d'échange et de réconciliation, parce qu'en fait, effectivement, ils voulaient faire échec à l'accord, à la réconciliation, mais elle a eu lieu déjà à Mandaya et à Alep. Donc ça, c'est vraiment un crime ignoble qui s'ajoute au crime ignoble de ces terroristes, hein, et au crime ignoble, hein, je peux dire, dont sont complices tous les pays occidentaux qui soutiennent ces criminels. Ah ben oui. Et prétendent systématiquement que ce sont des modérés, que ce sont des démocrates, vive la démocratie pour des démocrates de ce style. Je ne sais pas si vous les voulez. Si vous voulez une telle démocratie, je parle là à tous les pays occidentaux, si vous voulez une telle démocratie, amenez-les chez vous. Oui. Parce que là c'est très clair, hein, je veux dire, le gouvernorat d'Idlib est occupé par des terroristes qui ne sont pas Daesh, hein. Il n'y a pas Daesh du tout dans ce secteur-là. Donc c'est Absolument. Le Front al-Nosra, et encore c'est même pas sûr, mais c'est tous les petits groupes qui sont qualifiés cyniquement par l'Occident de groupes modérés. Hein. C'est donc bien un des terroristes des groupes modérés qui a attaqué ses enfants, ses femmes et ses blessés, enfermés dans des bus. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis ce n'est pas un fait isolé, c'est un fait organisé, puisque la demande est venue de Damas, enfin de la route de Damas, donc des faubourgs de Damas qui sont occupés par
Fath al-Sham ou par Jabhat al-Sham, ou je sais pas, c'est donc le Alouche là, qui est considéré comme de la comment opposition dire, modérée. opposition, et qui est en plus considéré comme interlocuteur dans les marathons d'Astana et d'Idlib, et de Genève. Donc c'est un soi-disant grand négociateur, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, c'est en fait tout ce que représente l'Occident et ce qu'il avec les gens qui les soutiennent en fait, parce que c'est tout l'Occident, tous les pays occidentaux, les pays de l'OTAN en particulier, la Turquie, la Qatar, l'Arabie Saoudite, qui soutiennent toutes ces factions, oui. Que les uns et les autres appellent, certains appellent modérés, d'autres appellent démocrates, d'autres appellent force de liberté, etc. Voilà. Donc ça c'est un fait, un crime horrible, ignoble, qui s'ajoute au crime de ces terroristes en Syrie. Alors, on a failli, il y a 2 jours, avoir un carnage à la sortie d'une école qui heureusement a été stoppé avant que cette bombe n'explose. C'est une femme qui portait une ceinture d'explosifs et donc c'était à Homs. Est-ce que vous avez plus de détails? Tout à fait. Alors ça c'est à l'école, au complexe scolaire de Akrama, qui a été victime il y a exactement 1 an, aussi d'une grosse explosion, une triple explosion, oui. une voiture piégée, et un vélo piégé et une personne qui s'est faite exploser. Donc en 3 temps, juste à la sortie du groupe scolaire Akrama à Homs, qui avait fait beaucoup de victimes. Et ben hier, jeudi, la garde et puis la garde nationale de ce groupe, en fait la défense nationale, les jeunes de défense nationale du groupe scolaire, ont trouvé un comportement bizarre, une femme qui est allée entre 2 voitures, elle a posé quelque chose et elle est partie en courant. Donc en fait, quand ils sont allés entre les 2 voitures, ils ont vu que c'était une ceinture piégée sur laquelle était posé un téléphone portable relié à quelque chose à distance, et en fait c'était une ceinture piégée qu'elle voulait faire sauter à distance, et fort heureusement on a réussi à défaire les ingénieurs les démineurs, exactement. Ils ont réussi à défaire cette ceinture et puis à éviter qu'elle n'explose juste à l'heure de sortie, où les parents attendent les enfants à la sortie de l'école, et les enfants qui sortent en masse. Donc ça aurait été encore un massacre d'enfants. Et là aussi, ce sont les enfants qui sont encore visés. De manière criminelle systématique, je veux dire, c'est vraiment c'est de la perversion, ça, hein. Dans le crime. Ouais. C'est de la perversion à un niveau diabolique. Absolument. C'est infâme. Donc ça c'était jeudi, et fort heureusement on a réussi à sauver les enfants du complexe de Akrama encore une fois. Voilà. Alors, ces derniers 15 jours ont été particulièrement remplis, hein, d'événements spectaculaires, hein, si je puis dire. Tout à fait. On va évidemment, parce que je voulais mettre l'accent sur cet événement d'aujourd'hui, parce qu'il vient d'arriver, qu'il est absolument abominable. Mais il y a aussi évidemment cette fameuse attaque chimique de Sheroun, qui est très certainement un false flag monté de toutes pièces avec la participation active des casques blancs, hein.
Mhm. C'est ce qui a donné d'ailleurs l'autorisation, ce qui a poussé Trump à lancer une attaque contre une base aérienne de Shayrat, à proximité de Homs, hein, sauf erreur. D'accord. Oui, en fait, c'est le comment dire, c'est la cause proclamée. Oui, Mais une attaque comme celle qui a eu lieu sur la base militaire et la base euh, d'aviation de Jairat oui, ne peut pas se faire en 2 jours. Donc ça, c'était à mon sens quelque chose qui était planifié de longue date, hein, d'une part. D'autre part, cette accusation de la Syrie d'avoir effectué un bombardement aux armes chimiques est non seulement un false flag, mais en fait, c'est une allégation et une accusation qui n'a absolument aucun fondement. D'abord parce que la Syrie a complètement détruit son arsenal chimique en 2014 et il y oui, a eu une commission, la commission de contrôle des armes chimiques et d'abolition, je peux dire, des armes chimiques dirigée par Sigrid Kaag à l'époque, avait effectivement fait son rapport en disant la Syrie est actuellement, donc à l'époque c'était en juin 2014, hein, oui, la fin de la destruction de l'arsenal chimique syrien, alors que la Syrie a signé son adhésion au traité de non-prolifération des armes chimiques en 2013. Et suite à cette signature, donc, elle s'est engagée à la destruction totale de son arsenal chimique, oui, dans un calendrier qui était à l'époque qui était très serré en fait et qui était aussi très risqué puisqu'il y avait beaucoup de zones qui étaient encore sous contrôle des terroristes oui, et malgré tout donc la destruction totale des armes chimiques syriennes a été effectuée selon le calendrier, donc en juin 2014. Et il y a eu un rapport de cette commission de l'ONU pour la non-prolifération des armes chimiques qui a été fait en début juillet 2014. Donc, Madame Kaag a bien dit non seulement que la Syrie est complètement exempte d'armes chimiques, mais elle a aussi souligné et fait l'éloge de la coopération de l'État syrien avec les Nations Unies à cet effet et de la bonne collaboration entre les équipes pour ce travail. Deuxième point, je tiens à dire quand même que ce sont les navires américains qui ont détruit c'est ça. l'arsenal chimique qui a été donc en fait pris par qui a été détruit par la Syrie, mais ce sont les avions américains, pas les avions, les navires américains en Méditerranée Tout à fait. détruit ces armes chimiques, Oui, ou qui ont été censés détruire ces armes chimiques. En tout cas, ça leur a été donné sous le contrôle par l'ONU, en fait, et sous le contrôle de la Commission de non-prolifération des armes chimiques. Troisième point, comment dire, si la Syrie n'avait rien comme arme chimique, il y a eu l'hypothèse comme quoi c'était un bombardement qui aurait provoqué en fait sur des réserves d'armes des terroristes qui auraient provoqué l'explosion d'armes chimiques ou de stocks chimiques qui étaient stockés par les terroristes. Bon, je pense que ça a été avancé comme hypothèse, mais en fait, la totalité des rapports montrait que c'était pas tout à fait vrai, puisque l'heure qui était avancée, en fait, il y avait une différence entre les heures de bombardement
de l'armée syrienne, puisque l'armée syrienne est en train effectivement de s'attaquer à tout l'arsenal terroriste, oui. des terroristes, tout l'arsenal des armes et des munitions des terroristes, puisque la Syrie continue son combat contre le terrorisme, combat non seulement légitime, mais largement exigé par la population pour sa défense, et c'est largement exigé aussi par notre Constitution pour la défense du peuple et la défense du pays, et la défense aussi de notre terre et de la population. Donc, c'est un combat qui est complètement légitime, qu'elle mène sur son propre sol. Bah oui. Et, voilà. Donc, ça, c'est aussi un deuxième point qu'il est important de noter. Et troisième point, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des rapports de Veterans Today, différentes, même d'un professeur, un grand professeur de la MIT, même des rapports et des images qui montraient aussi, qui ont été provoqués, qui ont été publiés d'ailleurs par les casques blancs qui prétendaient sauver les personnes qui étaient victimes de ces armes chimiques. Oui. On les voit sans gants, sans... oui, parce qu'il faut noter, effectivement, Essar, que la manipulation d'une telle arme chimique, une fois qu'elle a été utilisée, est extrêmement délicate. Hein. C'est-à-dire que... extrêmement dangereuse. Voilà, on ne peut pas se balader les mains nues ou même avec un seul centimètre carré de peau à nu dans un environnement qui a été touché par une frappe de gaz sarin. Voilà. Donc voilà. ça en dit très très long sur le côté manipulation de vidéo, je dirais, utilisée ici par les casques blancs. Hein. Tout à fait, d'autant plus que, en fait, dans d'autres vidéos, on voyait les casques blancs qui en fait, ou même des gens qui se mettaient dans un cercueil, puis après se levaient en rigolant, etc. Ouais. Ce qui montre bien que toutes ces vidéos ont été des vidéos complètement fake, en fait, mensongères, jouées. C'est une mise en scène absolument dégoûtante. Et l'objectif, c'était aussi d'accuser l'État syrien de tout ça. Mais alors, juste à un moment, on le dit, et je ne le répéterai jamais assez, où l'armée syrienne est à l'avancée. Elle avance dans les territoires syriens et les terroristes sont en difficulté. Donc, franchement, l'État syrien n'avait absolument pas... et ça vient justement provoquer ça pour stopper l'avancée de l'État syrien, de l'armée syrienne, et pour stopper aussi l'avancée de la libération de tous les territoires syriens des terroristes. À cet effet, je voudrais rappeler les cas précédents. À chaque fois qu'il y a eu alerte à l'attaque chimique, hein, ça a été, alors la plus récente, ça a été tout de suite, donc celle-là, mais il y a eu juste fin 2016, lors de la libération d'Alep-Est, hein, toute une campagne et une tempête médiatique autour. D'abord, on a évoqué la situation humanitaire à Alep-Est, que les gens étaient maltraités assiégés par l'armée, que c'était alors qu'ils étaient assiégés par les terroristes, etc. Tout ceci pour que l'armée défasse le siège de Alep-Est, pour que les terroristes puissent s'enfuir ou puissent recevoir des munitions, des armes et des renforts.
Donc, on se rappelle à ce moment-là, c'était encore un appel à la réunion du Conseil de sécurité, appel à la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU, et en dernier, alors qu'ils n'ont pas réussi justement à faire condamner la Syrie pour son avancée aussi bien dans le Conseil de sécurité et que à l'Assemblée générale de l'ONU, ils ont invoqué une attaque chimique, une attaque à l'arme chimique à l'est d'Alep. Vous vous rappelez bien de ce moment-là. Ouais. Donc, c'était aussi pour stopper la libération d'Alep. Donc là, on voit, et à chaque fois, c'était pareil pour l'attaque du 23 août 2013, c'était exactement pareil à l'attaque de Khan al-Assal Oui. en mars 2013. C'est ça, oui. Parce que l'armée syrienne venait de libérer Khan al-Assal et la population avait fait vraiment une grande manifestation dans la rue en disant bienvenue à l'armée syrienne, etc., etc. Oui. Et c'est là qu'ils ont aussi balancé des armes chimiques contre cette population qui fêtait sa libération et son débarras, on peut dire, des terroristes. Et suite à ça, les terroristes ont réinvesti en fait la ville de Khan al-Assal. Je tiens à dire quand même que dans les trois cas, la Syrie, l'État syrien, a explicitement demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête qui fasse son travail à propos de ces attaques. Alors la commission Khan al-Assal, il n'y a pas eu de commission qui est arrivée. La commission qui était demandée en mars est arrivée en août, le 23 août. Oui. Et comme par hasard, le jour de l'arrivée de la commission qui devait enquêter sur Khan al-Assal, et on voit qu'il provoque une attaque à Douma, qui est aussi sous contrôle des terroristes, dont ont été victimes d'ailleurs des soldats syriens. Cette attaque à Douma au chimique a coûté la vie à des soldats syriens. Ils ont aussi accusé l'État syrien de l'avoir fait. Bien sûr, contre ses propres soldats, comme c'est logique, c'est très logique tout ça. Donc, voilà. Pardon. L'historique donc montre à quel point pas seulement les mensonges, mais les faits montés de toutes pièces sont créés pour être collés au délire dont sera accusé le pouvoir syrien. À cet effet aussi, je voudrais quand même rappeler que tout au long de ces 6 années de guerre acharnée qui a été menée contre la Syrie, que subit le peuple syrien, il y a eu systématiquement et à la veille de chaque journée où il devait y avoir des réunions internationales, il y a eu systématiquement des massacres, des grands événements qui ont été faits par les terroristes et collés au dos du pouvoir syrien. Le plus grotesque, en fait, ils sont tous grotesques, mais en fait, je tiens à rappeler quand même ce massacre de Houla, prétendu massacre de Houla, il a été fait, effectivement, il y a eu un massacre, mais qui a été fait par les terroristes, mais dont a été accusé le pouvoir syrien, et suite auquel il y a eu, tous les pays occidentaux ont retiré leurs ambassadeurs, ont coupé les relations, ont interrompu les relations avec la Syrie et ont décidé unilatéralement d'un blocus économique sur la Syrie. Oui, c'est le massacre qui a été je crois en que 2012. Voilà, c'était un des premiers, sinon même le premier qui avait le premier qui avait les terroristes cherchaient absolument parce que ils avaient accusé, je crois, l'armée syrienne d'avoir bombardé, sauf que les blessures ou les plaies qui étaient constatées sur les victimes ne correspondaient absolument pas à l'explosion d'obus, mais plutôt à des armes blanches, sauf erreur.